Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Jordi Corominas, Johann Albert Vicens, Xavier Soubiri. La solitude sonore, tome 2, 1931-1940, 2013. Rémi Gagnon, Phénoménologie de l'individualité, 2013. Jean-François Melcer, Éthique et rhétorique, dès après Chaim Perelman ou La raison hospitalière, 2013. Jean-François Melcer, Justice et rhétorique selon Chaim Perelman ou Comment dire le juste, 2013. Jacques Steiwer, Les méandres de la raison impure, 2013. Philippe Riviale, L'éternel dans le fini. Rencontre de Maître Eckhart et de Simone Weil, 2013. Norbert Hiller, La fin de la modernité sans fin, 2013. Jean-Pierre Gres, La démocratie et le vivant. Un système à l'épreuve des hommes, 2012. François Hetzig, L'ontologie de Merleau-Ponty, réédition 2012. Maria Puig de la BELLACASA, Politique féministe et construction des savoirs, 2012. Pascal Kolesnore, Histoire et liberté, éclairage kantien, 2012. Première partie Proust. Qui douterait un seul instant du mouvement du temps? Est-il assimilable au débit du ruisseau décrit par Héraclite? Cette comparaison du philosophe d'Éphèse est une métaphore confuse, parce que le temps suppose une vue sur le temps. Si cette métaphore a pu se conserver depuis Héraclite jusqu'à nos jours, c'est que nous mettons subrepticement dans le ruisseau un témoin de sa course. Quel serait l'avant et l'après pour le flux d'une rivière? Si nous ne sommes pas présents, nous ne pouvons pas le voir. Même en tant que témoin sur une barque, nous observerions passer les paysages nouveaux. Placé à l'extérieur de la rivière, l'observateur incorporerait simplement le paysage dans son présent. Nos expériences temporelles se disposent selon un avant et un après, où le point de référence est toujours l'objet témoin. La notion même d'événement implique l'existence d'un témoin, pour jouer le rôle de référence et permettre de situer l'action. Dans l'absolu, les actions se passent toujours avant ou après quelque chose. Ce qui est passé ou futur pour moi est présent dans ce monde. Comment décrire alors le temps? Le problème est d'expliciter ce temps à l'état naissant et en train d'apparaître. Le temps structure notre être au monde et se résume à de la subjectivité. À chaque moment de la journée, au cours des activités entreprises, l'être est un champ de présence car il entre en contact avec le temps. Ce champ projette deux horizons vers des directions divergentes. L'horizon du passé derrière nous et l'horizon de l'avenir devant nous. Convaincu qu'un événement arrivera dans le futur, notre avenir n'est pas fait seulement de conjectures et de rêveries. Nous attendons toujours quelque chose dans la certitude d'avoir un passé. Mon monde se continue par des lignes intentionnelles qui tracent d'avance au moins le style de ce qui va venir. C'est uniquement à partir du présent qu'il est possible de percevoir les horizons du passé ou du futur proche, dimension du souvenir, et de toucher l'avenir devenu présent, moment où surgit le souvenir. Il s'agit d'une anticipation fermée, un cheminement déjà vécu, une évolution vers un passé plus lointain. Là, dans le présent, le temps et ses dimensions se manifestent sans aucune distance intermédiaire. C'est l'expérience originale. Husserl schématise ce phénomène par un temps non linéaire. Les horizons nommés par Husserl, rétention et protension, s'ancrent dans un environnement, ils puisent chez le sujet leur source du champ perceptif présent et en expriment les modifications dans le passé et dans le futur. En réalité, il n'existe pas de moment distinct, ni de rétention ou de protension réellement différentes. Le temps est subjectivité. Lorsque nous écoutons une mélodie, seconde après seconde, nous distinguons chaque son s'estomper sur l'anticipation de la prochaine note en laissant la vive impression d'avoir à peine vécu.
Ces moments présents s'éloignent immédiatement et annoncent, en même temps, l'instant d'après. Malgré la disparition instantanée des sons, nous sommes en mesure de percevoir l'entièreté de la mélodie non fragmentée. À chaque moment qui vient, le moment précédent subit une modification. Je le tiens encore en main, il est encore là, et cependant il sombre déjà, il descend au-dessous de la ligne des présents. Pour le garder, il faut que je tende la main à travers une mince couche de temps. Mouvement unique de flux. Le temps expliquerait le futur dans le présent, et le présent dans le passé. Le jaillissement d'un présent nouveau ne provoque pas un tassement du passé et une secousse de l'avenir, mais le présent nouveau est le passage d'un futur au présent et de l'ancien présent au passé. À l'aide du concept de rétention, Husserl pénètre ce passé endormi derrière le champ de présence. Et c'est précisément dans le souvenir que se concrétise cette continuité du temps. Quand au contraire je retrouve l'origine concrète du souvenir, c'est qu'il se replace dans un certain courant de crainte et d'espoir, c'est que je rejoins le temps perdu, depuis le moment considéré jusqu'à mon présent. La chaîne des rétentions et l'emboîtement des horizons successifs assurent un passage continu. Contrairement à Husserl, Proust admet la futilité à vouloir évoquer le passé. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. La continuité du temps est donc cette implication mutuelle du passé et du futur, dans le présent. Husserl différencie l'intentionnalité d'acte, évocation volontaire du passé, de l'intentionnalité agissante, évocation involontaire du passé. Pour avoir un passé ou un avenir, nous n'avons pas à réunir par un acte intellectuel une série de Abschattungen, réminiscences, elles ont comme une unité naturelle et primordiale, et c'est le passé ou l'avenir lui-même qui s'annonce à travers elles. Le passé, perception irrécusable déjà éprouvée, n'est pas perçu comme une unique chaîne d'événements enfilés les uns derrière les autres. Durant l'été de 1908, Proust dans son carnet consigne plusieurs réminiscences. Nous croyons le passé médiocre, écrit-il, parce que nous le pensons, mais le passé ce n'est pas cela. Le lecteur averti saisit dans cette phrase l'opposition entre la mémoire volontaire et la mémoire involontaire. Ainsi, dès les premières lignes de Combray, les insomnies du narrateur, je proustien, libèrent la mémoire volontaire, tandis que c'est à l'occasion de la célèbre scène de la Madeleine, et à une époque bien plus tardive que celle du récit principal de Combray, qu'il va vivre sa première expérience de mémoire involontaire. À la différence de Bergson, Merleau-Ponty s'éloigne du concept de continuité, car il ne forme pas l'unité du temps mais un passage existentiel. Ceci revient à dire que chaque présent réaffirme la présence de tout le passé qu'il chasse et anticipe celle de tout l'avenir, et que par définition, le présent n'est pas enfermé en lui-même et se transcende vers un avenir et un passé. Le mouvement du temps se modifie singulièrement. Il débute au présent, puis s'inspire de ses multiples dimensions pour constituer un temps continu. La perspective du temps est toujours celle du sujet qui ne pense pas le temps, mais se le représente. Le temps privilégié du sujet se situe dans le présent, au plus profond de cette zone de rencontre entre l'être et la conscience. Le temps, sens de notre vie, n'est accessible que si on en épouse la direction. La sensation de la Madeleine trempée dans du thé provoque chez le narrateur de Du côté de chez Swann un sentiment d'immortalité, un second départ de Combray, principe de la mémoire involontaire. Dès lors, s'amorce véritablement la recherche du temps perdu. Merleau-Ponty identifie la conscience et le corps, en inversant le dualisme cartésien entre l'âme et le corps. Le sujet perceptif est dépeint comme un cogito incarné. Le sujet, être temporel, mortel et non éternel, étroitement dépendant du contexte, est un cogito en situation, toujours lié aux autres moi et au monde. En corrélation avec la pensée phénoménologique de Husserl, Merleau-Ponty souligne l'interdépendance entre le sujet et le monde, dans la mesure où ils ne sont pas deux entités adverses, mais plutôt en étroite relation. Le corps est le premier agent de notre perception. Sans cette fonctionnalité, nous ne pourrions pas être reliés au monde et aux autres. Dans ce cas, il n'existe pas de conscience qui ne soit d'aucune manière incarnée. Le corps est au monde, il vit une expérience spatio-temporelle. Le rôle du corps dans la mémoire ne se comprend que si la mémoire est non pas la conscience constituante du passé,
mais un effort pour ouvrir le temps à partir des implications du présent, et si le corps étant notre moyen permanent de prendre des attitudes et de nous fabriquer ainsi de pseudo-présents, est le moyen de notre communication avec le temps comme avec l'espace. Cette remise en cause de la phénoménologie du sujet dans sa temporalité rapproche Merleau-Ponty de Proust qui, vers 1910, a réexaminé cette notion et a réussi son entreprise de reconsidération de la subjectivité. Proust parle de notion du temps incorporé, pour exprimer l'idée que toute notre expérience est intimement rattachée au corps, à son extension dans un espace, à son interaction avec les objets environnants et à la sensibilité des sensations ressenties. Si c'était cette notion du temps incorporé, que j'avais maintenant l'intention de mettre si fort en relief, c'est qu'à ce moment même, dans l'hôtel du prince de Guermantes, ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swann, ce tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette, je les entendis encore, eux situés pourtant si loin dans le passé. Le corps témoigne des perceptions du passé, il matérialise notre moyen d'orientation dans le monde. Pour Proust, lorsque nous évoquons le passé à partir d'une association spontanée ou d'une donnée incorporée dans le présent, nous en saisissons sa continuité. Dans les dernières pages de la recherche, il admet que la vie ne serait que du temps incorporé. Vérité bien ordinaire, tout le monde sent que nous occupons une place dans le temps. De fait, l'événement majeur de septembre 1909, d'où aurait clos la recherche, consisterait en la découverte proustienne de la mémoire involontaire. À l'instar des synthèses intellectuelles et des synthèses passives de Merleau-Ponty, il existe une différence entre la mémoire volontaire et involontaire, l'une de l'intelligence, l'autre du corps. La distinction entre ces deux mémoires domine l'œuvre de Proust, car le passé est virtuel et ne saurait être saisi en lui-même, au présent, et encore moins éprouvé et vécu par la conscience. La mémoire involontaire ou synthèse passive est basée sur la perception du corps, et à ce sujet, Proust rappelle l'effort inutile de chercher à se remémorer le passé. En effet, au même titre que l'épisode de la Madeleine, le passé sensible jaillit d'une sensation présente. L'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi. Que va-t-il se passer à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touchera son palais? Il tressaillit, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en lui. Un plaisir délicieux l'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il cherche la vérité. Et tout d'un coup, le souvenir lui apparaît. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Toutes les fleurs de notre jardin, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti ville et jardin de ma tasse de thé. Cet épisode s'englobe dans les intermittences du cœur. Ces circonstances privilégiées retracent la prise de conscience du narrateur face à la mort de sa grand-mère survenue lors d'une visite à Balbec. Il avait séjourné l'année précédente en sa compagnie. Ensuite, face à l'inégalité des pavés mal équarris de la cour de l'hôtel de Guermantes, sensation physique reliée aux pierres irrégulières du baptistère de Saint-Marc à Venise, de sorte qu'il croyait être là. Et enfin, face aux souvenirs persistants des clochers de Martinville de son enfance. Le témoin du chevauchement inopiné du présent et du passé s'associe toujours à certaines parties du corps. Le palais pour l'épisode de la Madeleine, et le pied pour le dénivellement des pavés. Le corps perçoit, voit, sent ou touche des qualités sensibles, véritables signes visibles, note Gilles Deleuze. Ces signes ou symboles se réfèrent à quelque chose d'autre, à un sens qui les dépasse et qui ne réside pas en eux mais en nous-mêmes. Au cours de ces moments, Proust saisit le passé comme temps qu'on perd, temps perdu, mais aussi temps qu'on retrouve et temps retrouvé. Il considère le temps dans la coexistence de ses multiples dimensions. Le discernement des signes sensibles et la mémoire involontaire traversée par des réminiscences, par exemple la Madeleine et Combray, renvoient à Baudelaire et plus particulièrement au poème Correspondance.
Baudelaire est persuadé que seul le poète perçoit intimement le monde sensible, sa première source d'inspiration. Grâce à la méditation sur la nature, le poète ouvre une nouvelle voie de connaissance. Pour mieux restituer cette expérience mystique, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.